Bonjour Michel, alors pourquoi, quand et comment la poésie? Alors la poésie, ça, le goût de la poésie, je pense qu'il est très ancien. J'ai un souvenir précis de ce qui a pu compter pour moi dans le fait de me consacrer à l'oralité. C'est le fait d'être beaucoup allée au théâtre quand j'étais très jeune, parce que mes parents étaient amateurs de théâtre et je sais pas déjà, j'avais une dizaine d'années, ils m'ont traîné vraiment de théâtre en théâtre pour voir des pièces que je ne comprenais pas, mais j'étais fascinée et baignée dans cette ambiance. Et quand j'étais adolescente, après, j'ai eu des abonnements à la Comédie Française, au Théâtre de l'Est parisien, enfin, tant des tas. Donc il y avait quelque chose de naturel au fait de porter son texte en public, de proférer à haute voix. Et il y a eu dans mon adolescence l'occasion de faire, je pense, le premier exposé. Je devais être en classe de 5e ou quelque chose comme ça. Et mon père avait un petit peu surveillé la manière dont je m'y prenais. Et à la fin, il m'a dit je vais t'enregistrer pour que tu t'écoutes. Et il a eu cette parole dont je me souviens toujours, tu ne dois pas ennuyer ton public. Et donc il m'a enregistré et il m'a fait écouter ma voix. Et je pense que ça a dû compter. Il y a quelque chose qui est resté comme ça, de penser que c'était naturel, tout simplement. L'oralité devait être une chose naturelle. Alors après, pourquoi et comment écrire En fait, je dirais qu'il y a un point de bascule qui s'est produit. J'ai eu le bac en 69 et je me suis inscrite à la rentrée à l'université de Vincennes. Donc c'était le deuxième semestre que cette université fonctionnait, qui avait été fondée après mai 68, bien loin dans le bois de Vincennes pour y stocker tous les révolutionnaires. Mais ça a été un endroit absolument fabuleux et les études que j'ai poursuivies là-bas en allemand, entre autres, mais également en français et dans des tas de matières annexes auxquelles on avait droit. Mais en allemand, j'ai eu un professeur formidable qui était d'origine autrichienne, Gustav Kars, et on étudiait la culture autrichienne particulièrement. Et un jour, il a invité un musicien, un monsieur qui était compositeur et chef d'orchestre, qui était déjà âgé, qui s'appelait Max Deutsch. Et Max Deutsch avait été élève de Schoenberg, d'Arnold Schoenberg. Donc c'était la musique dodécaphonique. Et on avait étudié cette chose-là aussi dans le cours, parce que c'était art et culture en Autriche, donc c'était très très vaste. On parlait de la peinture, on parlait de la musique et de tout ça. Pas les actionnismes viennois, pas tout de suite. Les actionnistes, je pense qu'ils ont dû être mentionnés, mais on n'allait pas si loin quand même, parce que c'était quand même déjà un monsieur d'un certain âge. Et bon, on n'est pas tout à fait allé dans cette avant-garde. Mais j'en ai entendu parler très 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 vite. Et donc un jour, il invite Max Deutsch à venir nous parler, pour un cours, à venir nous parler de Schoenberg, Berg, Weber, de tout ce mouvement auquel il a participé. Et à la fin, donc à Vincennes, on était toujours une dizaine par cours, c'est ce qui était merveilleux, quoi. C'était toujours des petits groupes. Et à la fin, il donnait des cours d'interprétation, des cours d'analyse musicale chez lui, une fois par semaine pour de jeunes compositeurs. Et il nous a invités, il a dit s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez venir, c'est tel jour, telle heure. Voilà, c'était à côté de la rue de Rome, à côté du Conservatoire de musique de Paris. Et j'y suis allée, j'étais la seule du cours à y aller, j'y suis allée. Et ça, je dis toujours, ma vie a basculé ce jour-là, pour des tas de raisons. Alors, bon, déjà j'ai connu tous les jeunes compositeurs qui sont devenus maintenant des célébrités. Ils étaient encore, pour certains, encore dans les cours, dans l'apprentissage, dans leur phase d'apprentissage. Ensuite, il y avait ces explications de Max Deutsch qui étaient absolument fascinantes. Et un jour, il y avait, à la Biennale de Paris, en 71, il avait un de ses élèves qui avait une pièce qui était jouée. Et donc, il m'a invité à l'accompagner. Il voulait que j'écrive un livre sur lui, parce que comme j'étais germaniste, il y a eu tout de suite il m'avait un petit peu pris sous son aile. Et donc, on est allé écouter son élève à la Biennale de Paris. Et là, il m'a présenté un trompettiste qui jouait dans son ensemble, puisqu'il avait un ensemble, je crois que ça s'appelait les concerts de la Sorbonne, ou les grands concerts de la Sorbonne, quelque chose comme ça. Et donc, il m'a présenté à Louis Requin.
Et ce jour-là, c'était au parc Floral à Vincennes. Et ce jour-là, il y avait grève des transports. J'ai donc demandé à Louis Requin s'il pouvait me redéposer chez moi, puisqu'il avait une voiture et Max Deutsch restait avec son élève, etc. Voilà. Et on a discuté musique pendant tout le trajet. Il m'a invité à aller l'écouter puisqu'il avait un concert la semaine suivante. Et c'est là où j'ai découvert le Germe, c'est-à-dire le groupe d'études et de réalisation musicale qui a été fondé par Pierre Marietan. Et donc Louis Requin faisait partie. Donc c'était un groupe qui réunissait des musiciens qui étaient des compositeurs. Et à la même époque, à Vincennes, j'ai eu l'occasion de faire de la musique électroacoustique. La poésie a commencé chez moi par la musique. Voilà. J'ai eu la possibilité de faire de la musique électroacoustique. J'étais inscrite dans des cours d'improvisation musicale, de choses comme ça. Il y avait aussi des cours d'analyse. Et donc, j'ai eu un intérêt grandissant pour la musique. Et en 71, le Germe a fait des enregistrements à la Maison de la Radio avec des improvisations. Et un jour, ils ont invité Georges Perec, qui était un ami de Philippe Drogos, qui faisait aussi partie du groupe d'études et de réalisation musicale. Et donc, ça a été ma première rencontre avec Perec. Je n'étais pas encore écrivain, c'est amusant. Et je l'ai fréquenté avec Louis, avec l'ensemble des musiciens. Il nous avait invités chez lui et j'avais gardé un contact régulier avec lui. Et je suis partie en tant que germaniste. J'ai obtenu une bourse et je suis partie à Vienne en 1972 pour écrire un mémoire sur les rapports texte-musique dans l'opéra Loulou d'Alban Berg. Et à Vienne, j'ai été inscrite, j'avais pu m'inscrire au cours d'électroacoustique. J'étais donc élève au conservatoire de musique de Vienne. Et je continuais l'électroacoustique et j'avais l'intention, le rêve de devenir compositeur électroacoustique. Je bidouillais les bandes, je faisais des enregistrements, bon voilà. Et donc j'étais très intéressée par le montage, par toutes ces choses-là. Le mixage aussi. Et ce qu'il s'est passé, j'ai découvert Vienne. Alors d'abord, il y avait eu une chose avec le Germe. Le Germe faisait des enregistrements et ils avaient enregistré une pièce de Terry Riley, INSEE. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que j'ai assisté à toutes les répétitions. Et je trouvais très intéressante l'idée de cette musique minimaliste et qui évoluait comme ça de module en module. Et donc, j'ai assisté à tout, l'enregistrement du disque. Après, c'était une pièce absolument fascinante. Ils l'ont jouée également en concert. Et je suis partie donc à Vienne. Et à Vienne, quand j'ai commencé à découvrir la ville, je suis évidemment allée au bord du Danube. Et là, j'ai vu une inscription au fronton d'un bâtiment administratif, DDSG, Donau Dampfschifffahrtsgesellschaft, c'est-à-dire Compagnie des voyages en bateau à vapeur, qui est le nom de la compagnie officielle. Et d'un seul coup, ça m'a amusée parce que j'ai repensé à un mot que j'avais appris au début de mes études d'allemand, puisque en allemand, on peut faire des mots composés à volonté qui sont attenants, enfin qui se tiennent vraiment les uns les autres. C'est un seul mot. Et j'ai repensé à ce mot, der Donau Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitän, que j'avais appris, qu'on apprend aux enfants, qu'on répète comme ça en s'amusant. Et je suis rentrée dans mon studio, j'ai pris un petit studio, et je me suis dit, tiens, mais c'est drôle, on peut faire quelque chose un peu à la façon de Terry Riley avec ça, en ajoutant un mot. Hein, c'était un peu le principe, il y avait des modules comme ça qui s'ajoutaient, puis ça a évolué doucement. Et donc j'ai commencé en allemand, en fait, à rajouter un mot. Alors, ça devenait très long, je me suis dit, il faut que je fasse tomber un mot. Et puis, quand j'avais composé une trentaine de vers, disons, de successions de mots comme ça, je me suis dit, mais finalement, ça doit être plus intéressant en français. Et j'ai traduit le mot en français, le capitaine de la compagnie des voyages en bateau à vapeur du Danube. Et là, je me suis dit, ça fait vraiment un vers qui a 6 unités. Et j'ai continué à ajouter des mots. Et là, je me suis dit, ben voilà, c'est le début d'un poème infini qui va être une exploration de la langue. Et finalement, j'ai abandonné l'électroacoustique et j'ai basculé dans la poésie, mais en gardant en tête, déjà, mon contact a été permanent jusqu'à aujourd'hui avec la musique, puisque je vis avec Louis Requin, donc, qui est compositeur et qui était trompettiste.
Donc j'ai des contacts quotidiens et permanents avec la musique. J'ai des collaborations aussi avec des musiciens. Donc la musique est restée très présente et elle est restée très très présente aussi dans l'idée de la structure et la musique électroacoustique particulièrement à cause du montage et du mixage qui sont vraiment des mots que j'aime employer. L'idée de montage est vraiment, c'est très très clair pour moi. Et ensuite, pendant une quinzaine d'années, j'ai enseigné l'électroacoustique dans une école de musique dans la banlieue parisienne à Sarcelles. Voilà, bon, j'ai beaucoup travaillé avec des scolaires notamment. Donc la musique est restée quand même très présente et même l'électroacoustique. J'ai aussi, bon, je fais souvent des lectures, des performances avec des enregistrements que j'ai fait en Chine, au Japon, ça dépend de la nature des textes. Mais donc il y a toujours, voilà, toujours être un petit peu à cheval sur... Et à l'époque, tu connaissais pas encore les poètes sonores du frère Alors j'ai Leipzig, découvert justement à Vienne en 72 tous les poètes sonores, les Lautdichter, comme on dit en allemand, c'est-à-dire le Wiener Gruppe, puisqu'il y avait quand même ce groupe très important avec Gerhard Trümp, bon ils ne sont pas très connus en France, avec Jandl, avec Mayröcker. Et j'ai acheté beaucoup de livres, parce qu'il y avait une petite librairie en face de l'université, qui avait toutes les parutions récentes. J'ai acheté les Franz Mohn, j'ai acheté des choses comme ça, la poésie visuelle, tout ça, j'ai tout acheté à l'époque, qui étaient les premières éditions, ça venait juste de sortir, même Gomringer et tout ça, ça venait de sortir. Donc ma bourse passait à acheter des livres et à louer un piano à queue, et j'avais plus rien après. Mais ça a été une année de formation extraordinaire, et qui était vraiment à la rencontre des arts. Tu as eu la chance de les rencontrer personnellement? Voilà, alors j'ai rencontré en premier, ça a été la première femme poète, le premier poète vivant que j'ai rencontré, c'était Friederike Mayröcker, donc qui vivait avec Jandl. Et elle venait de sortir un livre, Phantom Fan, que j'ai acheté. Et j'ai vu un jour une petite affichette dans cette librairie disant qu'il y avait une lecture et qu'elle y était. Et donc je suis allée, c'était un petit salon viennois avec des chaises dorées et rouges, en velours. Et il y avait assez peu de monde, mais je suis allée lui parler à la fin. Elle était très gentille, elle m'avait donné son numéro de téléphone. Et après, j'ai revu tous ces gens-là dans les festivals, quelques années plus tard. Voilà. Donc Mayröcker aussi, on a fait des lectures, Jandl, soit à Berlin, soit à Paris aussi avec Polyphonix. Voilà, ça a été vraiment le point de départ qui était déjà dans la rencontre des arts, dans la transversalité, disons. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de conserver cette ouverture, disons. Et bon, par exemple, dans le Wiener Gruppe, Gerhard Trümp était compositeur, il s'accompagne aussi au piano dans certaines lectures. Il a des lectures qui sont très très rythmées, il fait aussi des polyphonies avec sa femme, donc c'est aussi quelqu'un qui est à cheval sur ces deux domaines, disons, qui ne sont pas du tout séparés. Et tu découvres en même temps la poésie concrète et la poésie visuelle. Voilà, j'ai tout découvert en même temps. Et c'est par l'Allemagne, c'est parce que j'ai acheté des disques que j'ai entendus pour la première fois. Bernard Haitzik, il y a eu des disques qui étaient publiés en Allemagne, que j'avais achetés. Donc j'ai entendu des enregistrements de Haitzik, enfin de tous les Français. Alors ça, c'est... Voilà, j'y suis restée en 72 et 73, et ça a vraiment été une période très, très, très importante. Et je suis rentrée à Paris, alors donc je connaissais Louis, quand je suis rentrée de Vienne, on a décidé de s'installer ensemble. Et non, c'était même avant ça. J'étais d'abord rentrée pendant les vacances en février 73. Je donnais des cours d'allemand au fils de Georges Charbonnier, qui avait des émissions sur France Culture. Et il avait une émission plutôt sur la poésie, art, méthode, création. Et il avait aussi une émission plus scientifique. Et c'était par le Germe. J'avais rencontré quelqu'un au Germe qui me disait « Ah ben tiens, j'ai un ami qui cherche quelqu'un pour donner des cours d'allemand à son fils. » Donc j'avais donné des cours d'allemand. Et je profitais de mes passages par Paris, quand j'habitais à Vienne, pour de nouveau lui en donner. Donc il préparait son bac. En février, je vais lui donner un cours d'allemand. Et à la fin, puisque j'avais écrit quelques centaines de vers de compléments de nom,
Georges Charbonnier était là dans le salon quand je suis repartie et je lui ai dit excusez-moi, est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous en pensez? Il a donc été le deuxième lecteur, le premier étant été Louis. Deux compléments de nom. Et voilà, et c'était complément de nom. Et il regarde ça, puis il baisse ses lunettes, il me regarde, il me dit Michel Bétaille, est-ce que vous gardez ce nom-là? Je ne comprenais pas le sens de la question. Et il me dit vous passez à la radio la semaine prochaine. Et j'étais absolument stupéfaite. Et effectivement, la semaine suivante, on a enregistré une émission de radio. Alors, il avait des comédiens attitrés. Il a fait un entretien. Et ce sont les comédiens, je crois, qui ont lu le texte. Et donc, la première chose publique, ça a été une émission de radio sur France Culture. Et je me dis, quand je ressonge à ça, par le plus grand des hasards, c'était une époque tout à fait fascinante. Parce que, bon, c'était après 68, évidemment, et donc il y avait une soif d'aller vers des choses nouvelles. Et ça s'est vraiment confirmé dans toutes les années qui ont suivi, bon, jusqu'à l'arrivée de la gauche en 81, avec Jack Lang qui a donné davantage d'argent pour la culture, etc. Disons jusqu'au deuxième septennat, quoi. Ça a été une période vraiment merveilleuse où on a pu imaginer des tas de choses, et vraiment, on pouvait être totalement, j'en suis encore concernée d'y penser, que n'avoir jamais rien fait. Et là, immédiatement, c'était un homme d'une très très grande intelligence qui avait des connaissances immenses. Et il a instantanément compris le fonctionnement de ce texte. Ça a été pour lui, ça a été un éclair. Voilà. Donc après, j'ai participé à la deuxième chose, c'était en 73. Alors j'ai fait plusieurs émissions avec lui dans la foulée. Et il se trouve que cette année-là, il a perdu sa mère. Et un jour, il ne pouvait pas faire l'enregistrement de l'émission. Et il m'a demandé de le remplacer. Et j'ai consacré une émission justement à la poésie autrichienne et allemande qui n'était pas connue, la poésie sonore, phonétique, etc. Et pour réaliser cette émission, j'avais rapporté beaucoup de livres d'Allemagne, mais je n'avais que des extraits de la Ursonate de Schwitters et je voulais la voir en entier. Et je ne la trouvais pas, j'ai demandé à Georges s'il l'avait, il ne l'avait pas, mais il me dit téléphone à François Le Lyonnais. Donc je téléphone à François Le Lyonnais, j'entends la voix d'un vieux monsieur, il me dit qu'est-ce que vous faites? Je lui dis écoutez, je suis un poète, mais je lui dis vous savez, je ne fais pas des choses très classiques, etc. Et donc il n'avait pas la Ursonate, il me pose un peu des questions, il me dit écoutez, venez me voir. Et donc quelques semaines après, je suis allée le voir, il habitait route de la Reine. Je vais le voir route de la Reine et j'apporte pareil mes petites feuilles, les premiers feuillets de complément de nom, qu'il a voulu garder et qu'il a montré à une réunion de l'Oulipo, à la suite de quoi Raymond Queneau m'a envoyé une lettre pour aller le voir. Et début 74, je suis allée voir Raymond Queneau chez Gallimard. Et là, j'ai été invitée d'honneur dans la foulée, le mois suivant, invitée d'honneur à l'Oulipo en février 74, puis en mars de Première femme. Alors, première femme. Je pense que... mais je n'étais pas admise encore à l'Oulipo, j'ai seulement été invitée d'honneur. Mais j'étais pas la première femme, je pense, invitée d'honneur. Ça, je ne sais pas, il faudrait voir dans les archives. Mais j'étais pour le coup la première à avoir été invitée 2 fois de suite. Ça, c'était... Voilà. Et en fait, c'est Pérec qui a proposé ma cooptation l'année suivante parce que l'Oulipo devait faire... L'Oulipo était un peu en société secrète, il ne se produisait pas à l'extérieur. Et là, ils avaient été invités à Europalia à Bruxelles en 75. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il devait sentir qu'il y avait un peu trop d'hommes dans le groupe et qu'il fallait peut-être égayer. Et 75, c'était l'année de la femme. Donc, voilà. Donc, on commençait à rattraper petitement le retard, à petit pas. Le retard sur l'égalité. Bref. Et donc, j'ai été cooptée à l'Oulipo en 75. Et dans ces mêmes années... 75, c'est l'année où Louis Roquin a été invité par le festival d'Aix-en-Provence qui s'appelait Musique dans la rue, qui avait lieu dans les cours d'hôtels particuliers un peu partout, à faire des ateliers rencontres. Et on avait sympathisé avec le directeur du festival de l'époque et bon, en parlant comme ça, il était intéressé par quelque chose sur la poésie sonore, la poésie visuelle. Et finalement, j'ai proposé un projet avec une exposition de poésie visuelle, une sorte de spectacle et
un atelier de présentation un petit peu historique pour présenter un mouvement qui n'était pas du tout connu. Et à ce moment-là, j'ai pris contact. Alors, Georges Charbonnier était ami d'Henri Chopin, donc c'était le premier que j'ai rencontré. Henri Chopin m'a donné le téléphone de Jean-François Bory, qui m'a donné le téléphone de Bernard Heitzig, qui m'a fait rencontrer Pierre Garnier. Enfin, voilà, donc tout le monde, Pierre Garnier, Bory, Blaine, etc. Donc dans le bain directement. Voilà, directement. Et donc, la même année, il y a eu Loulipo et il y a eu les Poètes sonores. Et je suis toujours restée un petit peu comme ça, entre les deux, dans un entre-deux. Et Pierre Garnier, qu'on est allé voir à côté d'Amiens, à Molliens-Dreuil, Pierre Garnier avait réalisé une exposition de poésie visuelle et il nous a prêté aussi les panneaux. Donc chacun a prêté des œuvres, plus les panneaux qui avaient servi pour cette exposition précédente. Donc tout s'est fait comme ça dans la lancée. Et après, mais vraiment avec facilité, puis c'était simplement, chacun était toujours content de rencontrer une autre personne. Et ensuite, en 1976, Bernard a organisé à la galerie Bernard Heitzig, a organisé à la galerie Annick Lemoine ces rencontres internationales de... Alors, il n'avait pas appelé ça comme ça, il avait appelé ça de la voix. Oui, des rencontres de poésie sonore, mais c'était international. Et là, j'ai élargi le cercle, disons, j'ai fait la connaissance de John Giorno, notamment. Bon, il y a eu Mimo Rotella, il y avait Ilmar Laban, bon, beaucoup d'auteurs étrangers. Et bon, je suis restée très liée à Bernard. Alors, Bernard Heitzig avait organisé cette grande rencontre sur plusieurs jours à la galerie Annick Lemoine. Il y avait aussi Lily Greenham, notamment, il y avait Paula Morgette, il y avait Brian Gysin. Et bon, on s'est revus dans les années qui ont suivi, bien sûr. On participait souvent au même festival. Il m'a même souvent fait inviter. Il a été très, très gentil. Il a été d'un grand soutien. Et en 1979, il ne se passait plus tellement de choses. Il n'y avait plus beaucoup d'opportunités. Et il m'a proposé que l'on fonde une association ensemble pour organiser des choses. Donc j'étais tout à fait enthousiaste à cette idée. Donc on fonde notre association et on organise les rencontres internationales de poésie sonore et, dans 3 lieux. Alors 2 maisons de la culture, au Havre et à Rennes, et ensuite au Centre Pompidou. Et on avait eu des collaborations avec les différents instituts étrangers. Donc on avait invité quand même pas mal de poètes, des poètes autrichiens, des poètes anglais, des poètes américains. Donc là, j'ai encore agrandi le cercle des connaissances. Hein. Il devait y avoir même William Burroughs et tout ça, je crois. Et ça s'était très très bien passé. C'était vraiment formidable. Mais donc on était parti pour continuer sur notre lancée. On avait eu des aides de ce qui a précédé le CNL, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais enfin on avait eu des aides financières, c'était très bien. Et on apprend que la même année, Jean-Jacques Lebel venait de fonder Polyphonix, pour les mêmes raisons, pour essayer d'occuper un peu cet espace vacant et où on ne pouvait plus rien entendre. Et donc Bernard était ami, moi je ne connaissais pas encore Jean-Jacques, mais Bernard était ami avec Jean-Jacques et il a dit qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on ne va pas être 2 associations concurrentes. En plus, Jean-Jacques avait beaucoup plus de relations que nous. Et donc on a dissous notre association et on a participé à Polyphonix. Bernard en a été le président, voilà. Donc moi j'étais associée. Et donc là, ça a été une ouverture vraiment avec ce Polyphonix nomade de pays en pays et vraiment avec une possibilité d'entendre et de faire des rencontres qui ont été vraiment tout à fait irremplaçables. C'était des rencontres vraiment formidables à chaque fois. C'était très très puissant. Bon, il y avait aussi Jacqueline Cahen qui aidait Jean-Jacques. Et je dois dire que les soirées étaient programmées avec une finesse et une justesse qui étaient tout à fait surprenantes. Ça permettait de faire des rapprochements entre les choses. Tout se complétait et c'était vraiment magnifique. Et ils ont fait des propositions. On avait fait des choses au Frénois, par exemple, avec des films muets. Lire sur des films muets. Donc à chaque fois, moi j'avais lu Complément de nom sur un film muet qui présentait des repasseuses qui avaient des rouleaux. Il y avait le linge qui passait comme ça dans les rouleaux. Donc on avait cet effet de texte en continu, donc qui s'accordait tout à fait avec l'image. Donc ils avaient comme ça des idées absolument géniales pour mettre les textes en valeur. Et il y a eu des soirées vraiment magnifiques.
Et on m'a souvent parlé lors des entretiens avec différents poètes de la revue Parler également, Ah oui. Pompidou, de Blaise Gauthier. Tu as pu y participer? Ah là là, oui, bien sûr, c'était même un ami. Il m'envoyait des cartes postales pendant les vacances. J'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps. Oui, oui, je l'ai considéré vraiment comme un ami. C'était quelqu'un d'absolument formidable. Et il y avait 2 lectures le lundi et 2 lectures le mercredi, je crois. Parce que polyphonique, c'était quoi, une fois par an? Non, c'était... Plusieurs fois? Ça pouvait être plusieurs fois, c'était au moins, je sais pas, il faudrait regarder précisément, parce il y a eu des années où on a pas mal tourné, il y en avait à Milan, les grandes années, ça tournait, puis tout le monde n'était pas à chaque session, évidemment. Mais je me souviens qu'en Italie, il y a eu plusieurs polyphoniques en Italie, et on passait aussi d'une ville à l'autre. Bon, après, il faut regarder dans l'ouvrage qui est consacré, mais il y a eu des choses, il y a eu le centre culturel suédois, je crois, il y a eu beaucoup de lieux qui ont été investis. Il y avait le centre américain Boulevard Raspail, plutôt au début, après bon, donc il y a eu le centre Pompidou, il y a eu à la Bastille aussi, au théâtre de la Bastille. Donc il y avait vraiment des points de chute très très variés et des pays également en fonction des relations finalement de chacun, des poètes qui pouvaient faire inviter. Et la revue Parler Voilà. était plus... Alors la revue Parler, c'était plus des auteurs seuls, c'était pas le mode du festival. Bon, Polyphonique, en général, c'était 10 minutes de lecture. Bon, ce qui est quand même relativement court, mais qui donnait aussi une dynamique. C'était un peu comme une revue. On balayait un petit peu comme ça le champ de la poésie contemporaine. La revue Parler, c'était plutôt l'approfondissement du travail d'une personne, ou bien à l'occasion de la sortie d'un ouvrage, ou quelque chose comme ça. Donc il y a eu des soirées aussi. Bon, je me souviens par exemple d'une soirée sur la revue Tarte à la crème d'Alain Frontier, Marie-Hélène Denas. Ça avait été une très belle soirée. Bon, Loulipo on avait fait une soirée en hommage à Le Lyonnais. Entre autres, moi j'avais lu des extraits de son dictionnaire des nombres remarquables, par exemple. Donc il y avait des thématiques différentes. Alors c'est vrai que ça faisait beaucoup, ça faisait 4 lectures comme ça. Une qui devait être vers 18h et l'autre qui était à 21h. Mais ça existait, et même si on ne pouvait pas s'y rendre, on savait que ça avait eu lieu, donc il y avait un auteur, on avait tendance à s'y intéresser, quoi. Je veux dire, parce que c'était passé là, on se dit tiens, il y a eu quelque chose. Et malheureusement, donc ça n'a pas été repris quand Blaise Gauthier est mort. Il y a eu des choses, mais c'est parti beaucoup moins de... Évidemment, avec une fréquence bien moindre. Je crois que dans ce genre de choses, c'est très très important, et c'est ça que Blaise Gauthier avait compris, c'était très important d'assurer quelque chose de fixe, de fréquent, d'ouvert, parce qu'il était absolument ouvert sur tous les types de poésie. C'était pas seulement la poésie sonore, il était vraiment ouvert sur tous les types de poésie. Et donc on pouvait vraiment entendre tous les poètes vivants, parce que tout le monde y passait, sauf ceux vraiment qui rechignaient vraiment à apparaître en public, mais finalement tout le monde y passait. Et Bernard Haitzik a été vraiment l'un de ceux que l'on rencontrait le plus, parce qu'il allait écouter tout le monde. Il avait une grande curiosité, une grande ouverture d'esprit, et j'appréciais beaucoup cette qualité aussi d'aller écouter tout le monde. Dans la poésie sonore, il y avait aussi l'école, entre guillemets, Chopin. Tu l'as un peu plus côtoyé aussi. Ah ben Chopin, j'ai très bien connu, bien sûr. Oui, on a été très amis. Mais c'est vrai que j'ai été moins... Et puis François Dufresne aussi, on connaissait très bien. J'étais moins du côté de Chopin, parce que, bon, je suis plutôt dans la sémantique, évidemment. Et ayant pratiqué l'électroacoustique, j'étais pas toujours très très enthousiaste. Et puis bon, il a fait des choses en public. À chaque fois, il y a eu une époque où il disait « Ah, d'habitude, j'avale le micro ». Il voulait nous faire quoi. Je l'ai jamais vu avaler le micro, bien qu'il l'ait annoncé de multiples fois. Alors, soi-disant « Ah, cette fois-ci, le micro est trop gros, etc. » Donc, il pouvait jamais avaler le micro. Mais bon, je trouvais que c'était... comparé à ce qui se faisait en musique électroacoustique, que j'écoutais beaucoup puisque Louis Anquin jouait aussi dans tous les grands ensembles de musique contemporaine de l'époque, donc il y avait aussi des diffusions de musique électroacoustique et tout ça. C'était quand même un peu, juste le ralentisseur de vitesse, le son à l'envers, c'était des choses qui étaient pratiquées depuis quand même les années 50, et
c'était un peu insuffisant, je disais. Ça manquait un peu de consistance quoi, par rapport... alors que Bernard utilisait des méthodes simples, mais je veux dire, il est resté dans la sémantique. Donc il y avait l'aspect polyphonique, il y avait l'aspect d'avoir des sons préenregistrés, il y a donc une richesse, c'était complètement différent. Donc j'étais beaucoup plus dans la ligne de Bernard que dans celle d'Henri, bien que j'ai apprécié. En revanche, je trouve qu'Henri n'est pas assez reconnu pour son travail d'éditeur. C'était à la Revue Où, c'était absolument magnifique. Là, il a été visionnaire, et c'est dommage qu'on n'ait pas insisté sur cet aspect de son travail. Ça masque un peu cet aspect-là, et il a été vraiment visionnaire dans ce qu'il a fait. C'était une revue absolument magnifique. Tu parlais de François Dufresne. As-tu eu l'occasion de rencontrer les lettristes et hyperlettristes? Alors, les lettristes, oui, j'allais assister à leur lecture. Et j'ai eu un contact avec... parce qu'il avait entendu... comment s'appelle-t-il, mince, j'ai oublié son nom. Il m'avait entendu dans ma première émission de radio. Et il m'a aussitôt envoyé une lettre tout à fait enthousiaste. Je suis désolée d'oublier son nom. Ça fait très longtemps que je n'ai pas évoqué sa personne. Bref, mais il était dissident, je crois, des lettristes. Wallman, Brault? Non, il était... Non, son nom m'échappe. Donc, j'ai pas eu de contact. Je suis allée les écouter, mais j'ai pas eu beaucoup de contact avec eux. Ça m'a intéressée, j'ai acheté des livres. Bon, voilà, mais... Alors évidemment, avec Dufresne, on était à l'interface entre les deux. Et avec ses cris rythmes, il basculait plus facilement, évidemment, du côté des lettristes. Mais c'était aussi un personnage très, très intéressant. Et là aussi, il y a quelque chose que je regrette beaucoup, c'est que personne n'ait repris ses lectures. Alors, tous ceux qui le connaissaient bien, qui l'ont entendu lire, on n'ose pas lire ces textes. Le tombeau de Pierre Larousse, la cantate des mots camés. C'est difficile de s'atteler à ces textes-là parce qu'on l'a connu et on est encore finalement impressionné par sa voix et par la façon qu'il avait de lire. Bon, je pense que ce serait la même chose avec les textes de Julien Blaine. Des gens qui ont comme ça une voix, une présence, c'est assez difficile de reprendre leurs textes. Je pense qu'il faut qu'il y ait une génération qui passe et quelqu'un qui amène quelque chose de nouveau, bien que Sébastien Lespinasse s'attaque un petit peu justement à ces textes-là, et c'est très bien. Bon, lui, il n'a pas connu Dufresne finalement, donc il prend le texte comme ça, et c'est très bien de les reprendre, parce que c'est dommage, c'est quelqu'un dont on ne parle pas, et qui a fait visuellement des choses très très intéressantes, justement, avec toutes les planches de la cantate des mots camés. Et Wallman, tu l'as connu un petit peu? Non, je n'ai pas connu Wallman. Non, ce sont des gens dont j'ai entendu parler, que j'ai peut-être croisé au début, je ne sais pas, mais voilà, pas les gens que j'ai fréquentés directement. Et comment faisais-tu les ponts entre l'Oulipo et poésie expérimentale? C'était simple ou pas forcément? Ah ben moi, j'ai jamais eu aucun problème avec ça, oui. Mais ce qui était très amusant, c'est quand je signalais à l'Oulipo, bon, l'Oulipo a une réunion continue sur ce principe, une réunion mensuelle, donc je signalais qu'il y avait une lecture des poètes sonores, et personne n'est jamais venu écouter. Alors que par exemple, Bernard allait écouter des lectures oulipiennes. Voilà. Mais il n'y a jamais eu d'interaction. Et à l'occasion d'un polyphonique qui devait avoir lieu à la Bastille, Jean-Jacques m'avait demandé, ce serait bien qu'on fasse quelque chose avec l'Oulipo. Et je lui ai dit, écoute, il y a une réunion mensuelle qui se fait donc avec des rubriques précises dans lesquelles chacun s'inscrit. Il y a la rubrique érudition, la rubrique création, etc. Je lui ai dit, ce serait formidable de faire un repas sur table, un repas à table sur scène. Et il me dit, ah oui, formidable. Je lui dis, bon, j'en parle à l'Oulipo. Donc à la réunion suivante, j'en ai parlé à l'Oulipo, de faire cette réunion en public, avec un vrai dîner et en respectant les rubriques. Donc création, on aurait fait la lecture à ce moment-là. Et là, ça a été une levée de bouclier, tout le monde s'y est opposé. C'était beaucoup trop performatif pour les Oulipiens. Pour les Oulipiens, c'était vraiment pas possible. Et tout ce qui était art, poésie, action, donc effectivement, qu'a défini notamment Bernard Heidsieck, Julien Blaine et après Serge P. Comment toi tu t'es inscrit du passage du sonore, visuel à quelque chose de plus performatif? Le fait que dès le départ j'ai choisi de ne pas publier. Pendant 20 ans j'ai refusé de publier.
Donc, j'ai résumé ça par une phrase, la projection du mot dans l'espace représente le stade ultime de l'écriture. Et dès le départ, j'ai joué sur la voix et j'ai emprunté à la musique les différentes notions qui concernent le débit, enfin, c'est-à-dire le tempo, disons, la nuance de pianissimo à fortissimo, et le caractère, ce qu'on voit sur les partitions quand on voit jouer Amoroso par exemple, ou bien Con Bravura, ou des choses comme ça. Et très très vite, presque dès le début, j'ai repris ces indications qu'on voit habituellement sur des partitions, puisqu'à l'époque je travaillais le piano aussi, et donc j'ai repris ces indications de jeu pour les appliquer à la voix parlée. Pas la voix chantée, mais la voix parlée. Et donc j'ai développé ces choses-là. Donc je n'ai pas eu envie de publier puisque je perdais cette dimension sonore de la voix. Et donc je ne me suis publiée, j'ai fait ce que j'ai appelé des publications orales, qui étaient les seules publications qui existaient. Alors de temps en temps, bon, j'ai eu des publications dans des revues, ou bien par exemple Arnaud Lavallerogeot faisait les cahiers Locke, donc il m'avait proposé un cahier. J'ai consacré un cahier à des extraits de compléments de nom. Mais ce sont vraiment les toutes premières publications et qui sont très fragmentaires, quoi, parce que je ne voulais pas publier. Et je suis passée à la publication avec un autre type de travaux, et surtout quand j'ai commencé à travailler avec la photo. Et quand j'ai commencé à travailler sur le paysage après une vingtaine d'années. Et puis aussi parce que je commençais à être citée dans certains travaux, dans des choses comme ça. Et bon, les gens qui n'avaient pas la possibilité d'entendre tout simplement, hein, n'avaient pas accès au texte. Alors j'ai trouvé évidemment, bon, je me suis trouvée une fois à côté avec un étudiant qui me dit « Ah, mais j'ai cherché partout ». Il m'avait beaucoup touchée parce qu'il disait « Mais même si ça avait été cher, je l'aurais acheté ». Mais donc il était allé demander comme ça dans une librairie, le libraire regardait désespérément et non, il n'y avait rien. Et donc je me suis dit « Oui, bon, finalement, il y a aussi des gens qui sont simplement amateurs qui ont envie de lire le texte, quoi. » Tu n'as pas pu avoir d'enregistrement, parce qu'il y avait quelques revues d'enregistrement de cassettes. Bien sûr, j'en ai eu avec... il y avait des enregistrements sur cassette, voilà, c'est ça. Bon, puis il y a eu des émissions de radio, j'en ai fait un certain nombre. J'avais fait l'émission avec Royer Journaux aussi, Poésie ininterrompue, par exemple. Alors ça aussi, je crois que j'ai fait en 78 ou quelque chose comme ça. Ça a été un moment... je pense que j'en ai subi les conséquences pendant longtemps par rapport à l'orthodoxie, pardon, à l'orthodoxie poétique, parce que l'émission était divisée en plusieurs séquences dans la semaine. On avait à peu près 3 ou 4 minutes pour lire, et c'était diffusé, je crois, 3 fois par jour, le matin, à midi, le soir. Et le dernier jour, le dimanche soir, il y avait un entretien du poète avec une personne ou de son choix, ou qui avait été proposé par Royer Journaux. Et donc, on lisait 50% de ses propres textes et 50% de textes d'autres écrivains. Et dans les 50% de textes d'autres écrivains, j'ai choisi des dictionnaires. Puisque, avec complément de nom, je travaillais énormément avec des dictionnaires, puisque j'allais dans des langues régionales, dans des dialectes, dans des langues techniques, dans des langues inventées, etc. Donc j'ai collectionné très très vite les dictionnaires, j'en avais un grand nombre. Et j'ai décidé de faire des sortes de pièces sonores avec des extraits de ces dictionnaires. Et donc, ça a dû être extrêmement choquant pour les auditeurs de l'époque, parce qu'évidemment, il y avait peu de poètes sonores qui passaient dans cette émission. Bernard était passé, et généralement, les gens choisissaient une poésie dans laquelle ils se reconnaissaient. Hein, donc ça, je crois que ça a beaucoup nui. Un effet catharsis. À la diffusion de mon travail dans ces premières années. Et le dimanche soir, c'est Bernard Heidsieck, sur proposition de Royer Journaux, qui a fait l'entretien avec moi. D'accord. Voilà, donc on a été très liés depuis le début, pas à pas, avec des choses qui se sont faites comme ça. Voilà, ça c'était un moment aussi important. Donc il y avait ça. Après il y a eu, alors en 82, on a eu la possibilité, il y avait eu une manifestation de poésie sonore à la Maison de la Culture du Havre. Et là, j'ai rencontré, je pense que c'est cette année-là que j'ai rencontré Jean-Luc Parent.
et Titi. Donc là, le cercle s'est agrandi dans une autre direction. On s'est très bien entendu tout de suite. On est resté très liés jusqu'à sa mort. Et à cette maison de la culture, on avait une idée avec Louis, parce qu'on commençait à s'intéresser. Il avait travaillé avec l'annuaire du téléphone. Et moi aussi, j'avais fait une lecture absolument terrible. J'avais été invitée à Bourges, au festival de Bourges. Bernard avait eu le prix pour Vaduz. Et j'avais été invitée à faire une lecture avec lui. Je crois qu'on devait partager la soirée tous les deux. Et j'ai fait une pièce sonore et disons phonétique. J'ai relevé dans l'annuaire de Paris toutes les triades qui se trouvent en haut, comme on le trouve dans un dictionnaire aussi, qui se trouvent en haut de l'annuaire. Et je ne lisais que ça, mais qui donnait des choses rythmées et de temps en temps avec un mot qui apparaissait. Par exemple, si je dis bal, 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 bom, 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 ban, 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 bar, 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 etc. Donc de temps en temps, il y a un mot sémantique, disons, enfin un mot existant qui non pas uniquement un phonème, qui apparaissait dedans simplement à cause de cette combinaison des lettres. Et j'ai voulu lire l'intégralité, et c'était absolument, ça a dû être mortel pour le public. C'était fantastique. Ça a duré, oui, non, mais c'était absolument une épreuve de force, j'imagine, pour les auditeurs. Mais je suis restée sur l'idée de l'annuaire, et quand on était, je sais pas, j'ai dû parler de ça sans doute à l'organisateur des rencontres au Havre, et il était intéressé par une manifestation où il y aurait un groupe des gens qui ont travaillé à partir de l'annuaire. Parce qu'il y avait à l'époque énormément de musiciens qui travaillaient avec l'annuaire, c'était l'époque de la musique aléatoire, c'était à l'époque entre autres de Pierre Barbeau, de gens qui travaillaient avec des séries de chiffres. Et donc, ils prenaient leur série de chiffres dans l'annuaire, puisqu'il n'y avait pas encore il n'y avait que des très gros ordinateurs, mais il n'y avait pas d'ordinateur individuel, voilà, d'ordinateur personnel. Donc, ils travaillaient beaucoup avec l'annuaire. Et on a rassemblé, il y avait Morellet qui travaillait aussi, il y avait Vera Molnar qui travaillait avec l'annuaire. On a réuni des artistes, des plasticiens. Et donc, toujours cette idée, on a toujours été dès le départ, finalement, d'être dans la rencontre des arts, dans cette interaction. Et donc, on a organisé à la Maison de la Culture une exposition avec donc des plasticiens qui avaient tous travaillé à partir de l'annuaire. On a fait des lectures. Et il y avait Joël Hubaut. Pourquoi Joël Hubaut? Il avait fait quelque chose, je ne sais plus si c'était... Non, je ne sais plus. Il y avait évidemment Bernard, puisqu'il avait fait Ruth Franken a téléphoné, donc on avait exposé le livre-objet. Il avait fait la lecture, donc il y a eu aussi un assez grand nombre de participants. Et on a fait en parallèle, puisque là ça s'appelait Hommage à Sébastien Bottin, on a fait en parallèle au Musée des Beaux-Arts, André Malraux, une exposition qui s'appelait De l'hommage au modèle. Et là, on a bénéficié vraiment, comment dire, je sais pas, d'un enthousiasme de la part de certains participants. Il y avait entre autres Dominique Thinault qui était prof aux Arts Déco et qui nous a donné énormément de contacts. Ce qui fait qu'à ces deux manifestations, entre les gens qui lisaient, les concerts, les musiciens, donc les poètes, les musiciens et les plasticiens, on a réuni 180 personnes. C'était absolument incroyable. C'était vraiment une époque où on a pu faire des choses. Et c'est une époque que j'ai beaucoup aimée parce que ça s'est produit une autre fois avec Louis Roquin. Donc on a été invités tous les deux dans une carte blanche. Là, c'était en 95 et c'était au Forum culturel à Blanc-Ménil. Et on a choisi comme thématique, on a fondé notre association à ce moment-là qui s'appelle les Arts Contigus, donc qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc on a aussi organisé une manifestation avec une exposition, alors sur le thème écriture-peinture, donc toujours travailler sur ces limites, ces points où on est à la jonction entre un genre et un autre. Est-ce qu'on est là dans la peinture? Est-ce qu'on est dans le visuel? Est-ce qu'on est dans le texte? On a les deux approches possibles. Alors on avait écriture-peinture, j'ai apporté le catalogue, les lectures c'était poésie orale, musique verbale, donc il y avait aussi des poètes qui travaillent uniquement dans la phonétique, disons, et les concerts c'était dessiner la musique, sculpter le son, donc c'était beaucoup sur les partitions graphiques, dont il y avait également une exposition de partitions graphiques.
Et ça, c'était le directeur du conservatoire de l'époque, Fernand van den Bogart, qui avait été mon premier professeur d'électroacoustique d'ailleurs, qui avait proposé cette carte blanche. Donc c'est 95. Ça, c'était en 1995. C'est là vraiment la dernière grande chose qu'on ait pu organiser. Et c'était là, il y avait une 50aine de participants en tout. Mais c'était une très belle expo. Il y a eu Paul Armangette, enfin il y a eu Cortot aussi qui faisait des tableaux écrits, dont beaucoup ont été exposés, et malheureusement son atelier a brûlé après, quelques années après, et ils ont été perdus. Mais il y avait Ben, il y a tous ces gens qui ont travaillé à la limite, bon, qui sont connus évidemment aujourd'hui, enfin même déjà à l'époque, certains étaient déjà très connus. Vous avez été influencé par Poésure et Peinterie. Poésure, Peinterie, bien sûr, c'était l'époque de Poésure, Peinterie aussi, bien sûr, tout à fait. C'était voilà, ces belles années où on a commencé à s'intéresser, il a commencé à y avoir une reconnaissance un petit peu de ces choses qui étaient extrêmement marginalisées. Et qui sont redevenues marginales. On peut dire aujourd'hui, oui, effectivement. On peut dire il y a toujours l'orthodoxie et puis il y a le reste. Et on peut dire qu'on n'en fait pas partie, je crois. Mais on a des circuits, bon, c'était plus facile à cette époque-là. Et surtout, je crois, aujourd'hui, il y a des commissaires d'exposition, il y a des commissaires, alors qu'à l'époque, il y avait des cartes blanches à des artistes. Je me souviens, Louis avait eu une carte blanche avant cette manifestation de 95, justement, à Blanc-Ménil, et dans sa carte blanche, il avait invité Bernard Heidsieck, et je crois que c'est pour ça qu'on nous avait proposé, justement, quelque chose de plus ouvert sur la poésie, parce que Bernard avait joué devant ce public de musiciens, et il avait vraiment impressionné, ça avait été une très, très, très belle soirée. Et j'ai vraiment la nostalgie des cartes blanches. C'était très beau parce que la vision d'un auteur, la vision d'un musicien, d'un peintre est différente de la vision d'un commissaire qui va être peut-être plus théorique au départ. Là, on joue peut-être plus sur des affinités, je ne sais pas, il y a quelque chose... Voilà, que je trouvais très très intéressant dans cette formule-là et qui a été bénéfique puisqu'on a fait à chaque fois de très belles rencontres et de belles manifestations, quoi. Et à côté, avec l'Oulipo, donc ton chemin a commencé en 74-75. Alors 75, avec la première manifestation à Bruxelles, donc à Europalia. Alors là, il y a aussi de très belles... rencontres qui se sont faites avec des écrivains d'un tout autre type. Jean Tardieu, par exemple, que j'ai rencontré, qui n'est pas à l'Oulipo, mais qui était un ami de Queneau. Voilà, je me souviens, à cette soirée, il y a eu une lecture de mes poèmes Ponctuation par Harry Matthews et Georges Perec, qui est resté, il n'y a pas d'enregistrement, mais c'était absolument merveilleux. Et surtout, ce qui a été décisif avec l'Oulipo, c'était la première invitation à Berlin en 91. Donc l'Oulipo était... Alors donc en tant que germaniste, en plus j'étais libre, donc j'étais partante là-bas. Donc c'était organisé par la Literaturhaus de Berlin, Herbert Wissner qui était directeur. Et il y avait 3 soirées. Donc on organisait les soirées en donnant des thèmes. Donc il y avait à chaque fois... il y avait Jürgen Ritte qui faisait les traductions. Il y avait à chaque fois, toujours dans cet esprit oulipien, qui était de parler un petit peu de l'Oulipo, de faire des présentations et de faire des lectures. Donc, ce n'était pas les lectures sur scène, c'était plutôt, on était tous assis à une succession de grandes tables. On était 5-6, ça dépendait des années. Il y avait Oscar Pastior qui habitait à Berlin, évidemment, qui était oulipien. Donc, c'était à la fois bilingue et ça a été le premier contact. Donc 91, c'était juste les débuts de la réunification. Donc j'ai commencé à explorer Berlin. J'ai tout de suite été fascinée par cette ville. En plus, il y avait tellement de traces encore à l'est, ça n'avait pas énormément bougé. Donc il y avait vraiment, vraiment beaucoup de traces. Et on y est allé régulièrement avec l'Oulipo, j'y allais à chaque fois. Donc je crois que tous les 2 ans, on était invités. Et après, Herbert Wissner, comme j'ai écrit des textes en allemand, que je lisais, je faisais aussi des lectures en allemand. J'ai été invitée aussi séparément, disons, par la Literaturhaus. Et j'ai demandé en 98... j'ai posé ma candidature un peu en 99, je crois. Et j'ai obtenu la bourse du DAAD
Alors c'est Deutscher Akademischer Austauschdienst, c'est-à-dire il y a un programme artistique dans un service d'échange qui avait été fondé au moment où Berlin, en 61, où Berlin était isolé par le mur. Et donc la fondation américaine Ford avait donné de l'argent pour que culturellement il y ait des choses qui existent, et puisque Berlin n'était plus était coupé du monde d'une certaine façon, que ce soit le monde qui aille à Berlin. Donc parmi les premiers résidents, donc ils offraient des résidences d'un an sur place, où on avait un appartement, il y avait de très très bonnes conditions de vie, la possibilité d'écrire, de composer de la musique, de peindre, donc tous les genres artistiques étaient accueillis. Donc John Cage a été un des premiers boursiers du DAAD, ou des premiers invités du DAAD. Et j'ai obtenu cette bourse en 2000-2001, je fais à cheval sur 2000-2001. Et donc là, vraiment, ça a été la prise de contact avec tout le milieu poétique berlinois. Et donc j'ai beaucoup d'attaches à Berlin, j'ai une traductrice, Ulrike Dresner par exemple, avec laquelle je fais beaucoup de choses. Donc voilà, ça m'a propulsée, disons. J'ai fait beaucoup de choses après avec la littérature Werkstatt, qui s'appelle maintenant Haus für Poesie. L'année dernière, j'ai été invitée justement par Haus für Poesie à écrire le discours sur la poésie. Tous les ans, ils invitent un auteur à écrire un discours sur la poésie qui est publié, qui est lu en public, qui est enregistré par la radio. Et moi, j'ai fait mon discours en allemand. Donc ça a été publié en allemand, traduit en anglais. Donc j'aime beaucoup jouer sur les deux langues, écrire des choses qui sont... Là, ça a été revu et corrigé, évidemment. Hein, je ne me prétends pas à auteur allemand. Mais j'aime beaucoup lire en allemand et j'aime beaucoup m'essayer dans une autre langue. Et je pense que ce que j'ai dit dans mon discours sur la poésie l'année dernière, je ne l'aurais pas dit dans un texte en français. Il y a la distance de la langue qui donne... une sorte... oui, c'est ça, c'est cette distance qui est là, qui permet une autre réflexion. On n'emploie pas non plus les mêmes mots, on ne peut pas dire exactement de la même façon. Et je pense que je fais quelque chose de plus autobiographique que je ne l'aurais fait en français. Mais je l'ai fait d'une manière aussi sous forme de performance, puisque je ne voulais pas le faire d'une façon académique. Et je l'ai fait avec un grand rouleau peint et j'ai imaginé finalement une déambulation dans Berlin. 17 stations, et mon rouleau était vraiment, il faisait 17 mètres de long, il était très très lourd au début de la lecture, et il y avait 1 heure de lecture, donc c'était vraiment, ça se déroulait comme ça, et ça tombait dans la rue. Au pied, pas dans la rue parce que c'était dans un lieu fermé, hein. Mais non, ça se prête mal à la lecture dans la rue, c'est pas très facile. Non, c'est sûr. Je parlais donc des langues, donc on a parlé de l'aspect germanophone. Il y a l'autre versant aussi, je ne sais pas s'il est aussi important sur le côté chinois. Oui. Comment ça t'a influencé? Comment es-tu au chinois? Et effectivement, tu parlais des rouleaux tout à l'heure, on regardait chez toi des calligraphies. Donc, Alors ça, le chinois, c'est un souvenir d'enfance au départ. Enfin, il y a eu 2 souvenirs d'enfance. J'avais une dizaine d'années, il y a eu ça doit être vers 60-61, quelque chose comme ça, quand la Chine s'est ouverte avec le mouvement des 100 fleurs initié par Mao. Et donc il y a eu une première exposition, je pense que c'est à cette époque-là, une première exposition d'artisanat chinois dans un grand magasin parisien, je ne sais pas si c'était Printemps Galerie Lafayette, quelque chose comme ça. Et ma mère m'y a emmenée. C'était quelque chose de tout nouveau, il y avait eu de grands battages. Et là, pour moi, ça a été un choc culturel. Parce qu'il y avait un stand qui vendait des disques, donc j'ai entendu de la musique chinoise, donc c'était vraiment des instruments que je n'avais jamais entendus, le chin, des choses comme ça, des sitars chinoises, c'était absolument renversant, et un autre type de musique. Après, j'ai goûté des saveurs chinoises, parce que ma mère avait acheté des tas de choses, elle m'a acheté un petit Bouddha, elle m'avait acheté toutes ces choses qui amusent les gosses, évidemment. Et j'ai senti l'odeur de l'encre de Chine. Et j'ai encore cette mémoire olfactive de cette première fois où j'ai senti l'encre de Chine. Et ma mère m'a acheté une boîte à calligraphie, qui était une boîte vraiment faite par très très rudimentaire, une boîte en bois peint. Et j'avais ma pierre à encre, j'avais des pinceaux, j'avais le bâton d'encre de Chine et ce qu'il fallait, le petit godet pour verser de l'eau. Et donc la Chine est restée mythique. Et elle m'avait acheté une feuille d'abricot
quelque chose que faisaient, je l'ai su depuis en détail, les paysans chinois, c'est-à-dire qu'ils broient des abricots, et ils les étalent en feuilles minces et ils le font sécher sur des clayettes et ils donnent ça aux enfants. Et donc les enfants, ils taillent un morceau, c'est comme une feuille de carton un peu, on taille là-dedans et puis on mâchonne ça l'après-midi. Et ma mère m'en avait acheté. Et je retourne cette feuille, arrivée à la maison, et il y avait un petit bout de paille qui était resté collé dessus. Et là, c'était merveilleux. C'était un petit bout de Chine que j'avais. Et j'ai commencé, à cette époque, j'avais commencé à lire un petit peu sur la Chine. Et ma mère m'avait acheté les livres de Han Sui-yin, à l'époque, qui était très à la mode, qui était en fait une maoïste convaincue. Et elle a quand même écrit des choses, beaucoup sur la paysannerie chinoise. Donc j'avais cette lecture d'un côté, et d'un autre côté, j'avais eu ma feuille d'abricot avec ce petit bout de Chine. Donc la Chine est restée quelque chose de mythique comme ça, et donc dans toutes les fêtes d'enfants, j'ai été déguisée en chinoise avec un kimono, des baguettes dans les cheveux, voilà. Et puis est arrivée la révolution culturelle. Et avec mon père avait entendu qu'il y avait une émission à la radio chinoise qui était diffusée en français. Il y avait des émissions dans différentes langues. Et le soir, il avait un poste à ondes courtes. Et le soir, on essayait de capter Radio Pékin. Donc les soirs où ça marchait très bien, on avait la radio belge. On n'a jamais pu entendre Radio Pékin. Mais c'est resté quelque chose de mythique. Entendre le grésillement comme ça, puis essayer d'avoir Radio Pékin, c'était quelque chose. Et après, donc, durant cette révolution culturelle, on a vu des images des autodafés. Et avec les gardes rouges, j'ai encore ça dans les yeux, donc de voir ça à la télévision. Donc on voyait ces livres qui partaient comme ça et qui faisaient des brasiers immenses. Et là, je me disais, mais quel pays curieux, quoi. C'était... Et j'avais donc des tas de sensations très diverses par rapport à la Chine, contradictoires évidemment, et vraiment une curiosité entre à la fois le passé, la paysannerie m'intéressait beaucoup, et puis ce gouvernement maoïste, ce Mao, qui me paraissait faire des choses assez surprenantes. Et j'ai continué à m'intéresser à la Chine en lisant des choses de plus en plus complexe, disons, sur la philosophie chinoise, les textes de Marcel Granet, les choses comme ça. Et Pérec est mort. Je vais à sa crémation au Père-Lachaise. Je rentre et bon, j'étais évidemment bouleversée, je ne savais pas trop quoi faire. Je me dis, il faut que je sorte de ces idées noires. Je vais dans la bibliothèque, je tire un livre que j'avais acheté 15 jours avant, c'était François Cheng, l'écriture poétique chinoise. J'ouvre le livre au hasard, et je crois que c'est page 48, je vois une phrase qui dit qu'en chinois on peut faire des palindromes à volonté, à cause de la structure de la langue. Et là je dis, c'est un signe de Georges, il a écrit le plus long palindrome en langue française. Je dis, il faut que j'apprenne le chinois. Ça a été le déclencheur. J'ai toujours besoin de déclencheur et ça a été vraiment le déclencheur de me dire, bon, je savais qu'un jour j'apprendrais le chinois, mais c'était toujours reporté, disons. Et donc je me suis renseignée, je suis allée m'inscrire, je crois que j'ai dû commencer que l'année suivante, je crois qu'il est mort en 84, j'ai dû commencer en 85 au Langzhou. Non, peut-être, non, il est mort en 83, enfin, je sais plus, mais bon, je crois qu'il s'est passé une année peut-être pour que ça tombe aussi avec la rentrée, enfin je ne sais plus exactement, mais j'ai commencé vraiment dans la foulée, quoi. Et j'ai commencé simplement pour moi, donc j'ai eu du mal au début parce que les étudiants qui venaient plutôt pour faire du commerce avec la Chine. La Chine commençait à s'ouvrir, ils venaient plutôt pour le business. Bon, j'avais pas beaucoup, moi je venais pour la poésie ancienne, puisque ce livre de François Cheng était absolument éblouissant parce qu'il expliquait tout, il donnait toutes les transcriptions phonétiques, il expliquait vraiment toute la structure de la poésie classique chinoise. Donc c'est un livre qui m'accompagnait vraiment et c'est vers ça que je voulais aller, c'est ça que je voulais pouvoir lire, qui m'intéressait. Alors j'ai commencé, je me suis dit non, je ne peux pas assister aux cours avec tous les jeunes qui veulent faire du business, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai fait les cours par correspondance. Et donc j'ai parlé pour la première fois à un Chinois pour les examens de fin d'année. Alors il m'a dit que j'étais très bonne en grammaire, mais l'accent, bon, c'était un petit peu, il fallait perfectionner l'accent. Effectivement, il y a des tons au chinois et apprendre tout seul avec les tons, c'est pas facile. Mais je suis quand même allée jusqu'à la licence avec les cours par correspondance, en passant chaque année donc les examens. Et donc les professeurs étaient assez déconcertés, puisque quand j'ai commencé, j'avais 33 ans. Donc ils étaient assez déconcertés de voir quelqu'un qui faisait des cours comme ça tout seul.
qui faisait ses cours et qui parlait pas. Bon, par exemple, j'avais eu, j'ai oublié son prénom, mais elle s'appelait Bergère, Marie-Claude, je crois, ou quelque chose comme ça, Bergère, qui était spécialiste de l'histoire du Parti communiste. Donc, je suis arrivée, j'ai fait un texte très sur le sujet imposé par l'examen, un texte très littéraire, finalement, où je parlais de ces choses-là, mais sans employer la terminologie adéquate, c'est-à-dire du parti, exactement. Oui, c'est ça, quand l'appareil du parti ou des choses comme ça. Donc, je n'employais pas du tout ces mots-là. Et donc, elle m'a demandé, elle m'a dit, mais vous êtes... qu'est-ce que vous faites avec le chinois? Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que c'est très littéraire, c'est pas du tout le genre de texte qu'on lit d'habitude. Et ben, je lui ai dit, je m'intéresse à la poésie chinoise, voilà, et je veux lire la poésie chinoise ancienne dans le texte. Voilà. Et donc, j'ai eu ma licence. Et une fois que j'ai eu la licence, bon, je me suis dit, bon, je continue, pourquoi pas. Donc je crois qu'à l'époque ça s'appelait encore une maîtrise, et je choisis un sujet de maîtrise. Et donc je voulais travailler déjà sur les palindromes. Et je vais chercher dans les bibliothèques spécialisées en chinois, c'est pas facile au début. Donc j'avais cherché dans les quelques librairies chinoises, françaises, si je pouvais trouver un poème particulier qui avait été écrit par une femme au IVe siècle de notre ère, et qui était un poème extraordinaire, mais sur lequel je n'avais vu que des commentaires. Et je n'arrivais pas à trouver ce poème-là. Et j'ai donc fait les librairies parisiennes, il n'y avait rien. J'ai essayé de chercher en bibliothèque, mais je n'étais pas encore suffisamment avancée pour comprendre comment on cherchait vraiment dans une bibliothèque en chinois ancien. Et cette année-là, je devais aller en Chine, puisque j'ai fait le premier voyage en Chine en 85. Et 89, on avait déjà notre billet avec Louis pour partir en Chine. On y était allé aussi en 87, et donc il y a eu les événements de la place Tiananmen. Donc le pays a été fermé, on n'a pas pu aller en Chine, mais on avait une sorte de fringale d'Asie, et on a remplacé la Chine par le Japon. Et donc je n'avais toujours pas trouvé le texte avec lequel je voulais faire ma maîtrise. Et donc au Japon, j'ai fait toutes les librairies chinoises, là-bas il y en a beaucoup. Bref, je ne trouvais pas le texte, les Japonais très polis me disaient « Donnez-nous le téléphone de votre hôtel, on vous rappelle ». Et un jour, dans une librairie, en sortant, je vois un fascicule sur la tranche d'un livre chinois qui était la poésie, les femmes poètes à travers l'histoire. Les femmes chinoises poètes à travers l'histoire. Donc je tire le livre et instantanément, je trouve le texte que je cherchais, qui était reproduit en noir et blanc, mais c'était un texte, voilà, c'était le texte. Je rentre à Paris. Et donc, je vais voir François Cheng enseignait au Langzhou. Je vais voir François Cheng, et qui ne me connaissait pas encore. Et je lui dis, voilà, je voudrais m'inscrire, faire une maîtrise. Est-ce que vous acceptez d'être mon directeur de maîtrise? Alors, elle me dit, quel est votre sujet? Je lui dis, poème chinois à lecture retournée. Et je lui montre, je voudrais travailler sur le texte de Su Hui. Je lui montre le texte. Alors, il regarde, il dit, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Une fois que vous aurez traduit les 850 caractères... Et je lui dis, mais non, je savais que c'était initialement un texte en couleur. Et je lui dis, non, je suis sûre qu'il y a autre chose, etc. Il ne voulait pas, il hésitait. Puis d'un seul coup, je regarde droit dans les yeux, je me plante devant lui et je lui dis, je suis sûre qu'il y a une potentialité dans ce texte-là. Et donc là, il m'a dit, d'accord. Il était convaincu. Et il a été convaincu par la potentialité. Et donc, il m'a suivi jusqu'où je l'ai suivi. On s'est accompagnés... avec Jacques Pampano aussi, jusqu'à la thèse de doctorat, donc que j'ai faite sur les poèmes chinois à lecture retournée, dont j'ai sorti un livre après. Donc j'ai reconstitué un poème chinois du IVe siècle de notre ère, qui était, je pense, l'un des premiers exemples, bon, il faut toujours être prudent quand on dit que c'est le premier, mais l'un des premiers exemples de poésie permutationnelle au monde. En plus, texte en couleur, qui permettait de décrypter les modes de lecture. Donc j'en ai fait un premier livre qui est paru chez Tarabuste. Après, ce livre a été traduit aux États-Unis. Il a eu un certain succès aux États-Unis et je suis un peu, disons, spécialiste des poèmes à lecture retournée. Donc avant, chinois. avant Gaising, les poèmes permutation. Voilà, c'était bien avant Gaising, évidemment. Évidemment, IVe siècle de notre ère. C'était tout à fait fascinant de faire ce travail-là. Et l'influence sur ton travail personnel? Alors ça a eu une influence énorme sur mon travail. Est-ce qu'il y a eu une influence il y a évidemment la constitution des rouleaux. D'abord, j'ai fait de la calligraphie, j'avais un très bon professeur de calligraphie chinois,
Mais je ne pouvais rien faire en calligraphie parce que, bon, écrire un texte, il aurait déjà fallu que j'écrive en chinois pour calligraphier mes propres textes. Et puis reproduire simplement, bon, ce qu'on fait en Chine, on reproduit, ou bien inventer des choses, mais je veux dire, moi, il fallait que ce soit en rapport avec la poésie. Et je ne me sentais pas d'attaque, je veux dire, ni pour écrire en chinois, ni pour faire... les textes n'auraient pas été compris de toute façon par les... C'était très compliqué, donc je ne savais plus quoi faire de la calligraphie que j'adorais pratiquer. Et un jour, j'ai eu l'idée de calligraphier mes rouleaux. Enfin, c'est venu petit à petit, puisque je faisais mes rouleaux, je les tapais à la machine, avec une machine qui avait un rouleau large. Et avec les progrès techniques, est arrivé un moment où je ne trouvais plus les disques, les bandes pour imprimer, pour taper à la machine. Donc je me suis dit, j'avais déjà changé plusieurs fois de technique et de machine à écrire. J'ai dit, qu'à cela ne tienne, puisque la technologie est contre moi, j'écrirai à la main. Et j'ai commencé à me dire, ben, je vais le faire au pinceau et à l'encre de Chine. Donc à ce moment-là, j'ai utilisé des rouleaux de papier à dessin, des grands rouleaux dans lesquels je taillais des largeurs de 50 cm à peu près, des rouleaux de 10 mètres. Et j'ai utilisé le pinceau et l'encre de Chine que j'avais utilisé en calligraphie chinoise pour écrire en français avec des lettres bâtons, des systèmes de traits finalement, de pratiquer le trait, un peu le trait chinois. Voilà. Et après, eh bien, j'ai introduit des signes chinois dans les textes qui concernent mes voyages en Chine, comme la route de 5 pieds, ou bien plus tard, beaucoup plus récemment, le paysage après Wang Wei, par exemple. Donc, je prends des signes qui ont été souvent calligraphiés par de grands calligraphes, et je les reproduis, et j'écris par-dessus. Je fais des rouleaux comme ça qui sont à double lecture en même temps, c'est-à-dire que le texte calligraphié que je lis en public est écrit à l'endroit pour moi, et comme le rouleau retombe du côté du public, il est à l'envers pour le public, mais le public voit les images qui sont à l'envers pour moi. Et donc j'introduis la couleur dans ces rouleaux, et ils sont de plus en plus ornementés. Et finalement, par exemple, le rouleau que j'ai fait pour Berlin l'année dernière, bon, il n'y avait pas de signes chinois, mais d'autres signes. Quand je travaille sur le Danube, je reproduis des panneaux, par exemple, que j'ai vus au bord du Danube, des choses comme ça. L'année dernière, j'ai mis 2 mois pour faire mon rouleau de 17 mètres. Parce que c'est sans repentir en même temps, comme c'est du papier à dessin et de l'encre de Chine, on ne peut pas faire de tâches, donc ça demande beaucoup de concentration. Les insertions peintes sont à l'acrylique, donc il faut plusieurs couches, il faut que ça sèche, donc c'est un très très long travail. Mais ce sont des rouleaux qui ont cette caractéristique d'être à double lecture et qui insistent sur cette chose qui est si importante pour moi, qui est la lecture publique et qui est l'interface vraiment avec le public. Donc c'est vraiment une façon de dire, je sais que vous êtes là, vous avez ça à regarder. Oui, c'est une lecture d'un poème visuel en même temps. Voilà, c'est en même temps visuel, c'est quelque chose qui court visuellement. Alors voilà un exemple de rouleau, celui-là il n'est pas chinois, il concerne le Danube, donc c'est complément de nom, ce que j'appelle aussi le poème infini, et j'en ai fait un 2888 vers qui correspondent à la longueur kilométrique du Danube, et ceux-là ont été publiés, ils ont été publiés chez Aldante, aux Presses du Réel. Et je fais des rouleaux pour mes lectures. Et là, c'est un rouleau que j'ai conçu pour l'hommage à Bernard Heidsieck qu'on avait rendu au Centre Pompidou avec Polyphonix. Donc on avait fait une soirée à plusieurs, tous ceux qui étaient proches de lui. Et j'ai conçu ce rouleau, et je l'avais conçu en choisissant le numéro du vers, puisque les vers sont numérotés. J'avais choisi, pour commencer la lecture, la date de sa naissance et la date de sa mort. Alors ça, évidemment, il n'est pas né en 2196, mais ça, j'avais écrit à moitié. Alors, dans ces rouleaux sur le Danube, là, je parle des kilométrages, évidemment, et il y a des insertions qui concernent donc les villes traversées, des logos, puisque le Danube a jouit d'une telle aura, évidemment, plus en Autriche qu'en Allemagne. Il y a énormément de choses qui concernent, de magasins, de tas de choses qui concernent le Danube. Et je photographie, bon, j'ai fait plusieurs choses à Linz, j'ai un ami là-bas.
je photographie au bord du Danube des panneaux de signalisation pour la navigation. Et donc c'est un travail, donc on voit bien là le texte qui est écrit pour moi. Et j'écris parfois par-dessus, donc on a cette double lecture. Ça, c'est sur les hauts fonds, c'est sur les... Et à chaque fois, j'ai un guide, kilomètre par kilomètre, un guide du Danube, où je sais exactement ce qui se passe à tel endroit. Donc, c'est inséré dans le texte exactement au kilomètre danubien où cela se produit. Ça, c'est un barrage. Là, on ne le voit pas parce que c'est en noir et blanc, mais c'est de la couleur. Hein, c'est ça, oui, c'est en couleur, c'est pas... Voilà, avec des acryliques de couleur. Ça, c'est on appelle ça des épis, je crois, qui sont sur les côtés pour ne pas approcher des rives. Ça, c'est une centrale nucléaire, par exemple, qui est à un moment au bord du Danube. Alors ça, c'était les dates parce qu'elle n'a jamais été mise en marche. Il y a eu tellement de protestations. Par exemple, ça c'est un petit clin d'œil, kilomètre 1950 qui est ma date de naissance parce que les Autrichiens, quand j'ai fait des lectures, parce que c'est 2888 vers en français, ont été précédés par 2888 vers écrits en allemand et qui ont paru chez Correspondenzen à Vienne. Donc j'ai fait des lectures en Autriche. Et à chaque fois dans le public, il y a toujours quelqu'un qui vient me voir qui me dit « Mais moi, je suis né au kilomètre 1412. » Enfin, pas 1412 parce qu'il doit pas être en août. 1912. Mais enfin, voilà, c'est absolument mythique. Ça, c'est un logo de promenade au bord du Danube, d'un sentier de randonnée. Enfin, donc, voilà. Donc, ça fait des... Il y a un mélange de signes qui apparaissent. Alors ça, c'est les différents noms parce que c'est intéressant aussi. C'est un fleuve transeuropéen et qui change de nom quand il change de pays. Il traverse 8 langues, en fait. Donc il y a tous ces noms. Et c'est 2888 vers que j'avais fait en français. J'en avais fait des rouleaux d'exposition, l'intégralité en rouleaux d'exposition. Et ça avait été exposé au CIPM. Donc il y a 5 rouleaux de 10 mètres. Pour les 2888 vers, et ça avait été exposé au CIPM en 2012, donc à Marseille. Mais là, c'était des rouleaux d'exposition, et donc ce sont les seuls qui n'ont qu'un sens de lecture, quoi, parce que je ne m'en sers pas pour les lectures. Et pour les lectures, j'ai fait ces... Et tu l'as déjà lu en entier? Alors, j'ai fait des lectures, j'ai dû faire une heure et demie. Bon, je pourrais, mais ça s'est jamais produit de le lire en entier, de faire une journée. Je l'avais envisagé à un moment donné, et puis bon, c'est vrai que parfois dans c'est le signe de l'air possible pour faire demi-tour. Oui, ce serait tout à fait envisageable de faire aussi une lecture avec des relais, qu'on soit plusieurs à lire, qu'il y ait un passage d'une langue à l'autre. Voilà, je ne me souviens pas de quelle a été la lecture la plus longue. Enfin, bon, c'est de l'ordre d'une heure et quelques, mais pas tellement plus, quoi. Et je fais des organisateurs. Et des autres travaux, effectivement, on parlait des gigantextes tout à l'heure, tu peux nous en toucher quelques mots? Alors les gigantextes, le premier, il doit dater c'était la fin des années 70. Et il a pris son... j'ai trouvé... Je travaille beaucoup finalement avec les coïncidences, avec les hasards, à la fois des rencontres et de ce que j'ai vu. Et donc on attendait, je pense qu'on attendait quelqu'un à la gare du Nord ou à la gare de l'Est. Et je regardais ce tableau, à l'époque c'était des tableaux, c'était pas électronique. Il y avait des petites roues avec des lattes, voilà. Et donc ça tournait pour changer tout l'ordre des trains. Dès qu'un train était parti, ça se remettait en route. Incroyable. Pour annoncer le suivant. Et je trouvais ça absolument magique. Et je me dis, tiens, je pourrais faire un texte avec ça. Et j'ai eu l'idée de faire ça sur des carnets. Des petits carnets, il faut 6 carnets pour composer une lettre. Je suis en train de penser que c'est exposé dans le Mazet là-bas, mais ça va être difficile, on n'a pas les mêmes lumières. Bon. Donc, d'écrire un texte sur, en fait, il y a 144 carnets qui sont placés dans une casse. Et pour lire le texte suivant, en fait, c'est un texte, c'est beaucoup dire, c'est une liste de mots à partir de livres.
Alors on a livre noir, livre d'or, livre, etc. Et pour lire la nouvelle expression avec le mot livre, il faut tourner à chaque fois les 144 pages du carnet. Donc c'est une sorte de ralentissement de la lecture, comme ça. Et c'est une casse, donc comme une casse d'imprimeur, disons. Donc les petits carnets sont chacun il y a des cornières, et donc ils tiennent à chacun dans leur petit réceptacle, disons. Et les textes sont écrits en 2 couleurs. Donc, au fur et à mesure qu'on tourne les pages, on peut lire toujours le mot livre, mais il apparaît petit à petit, il change de couleur, disons. Et après, il y a toutes les lectures intermédiaires, c'est-à-dire de jouer avec la tourne des pages, ce qui permet d'inventer des expressions qui ne sont pas écrites au départ et qu'on voit là de manière multicolore, ou bien de faire une sorte de tableau abstrait avec ça. Et on a inventé ça. Louis a imaginé une musique à partir de tournes de pages. Alors on a fait ça dans un studio d'électroacoustique justement avec Fernand von den Bogaert qui nous a enregistré. On avait choisi un nombre de livres considérable pour avoir des matières de papier très différentes, entre le papier Bible de la Pléiade et le papier de l'annuaire, enfin des choses très différentes. Et donc on a fait des successions d'enregistrements dans lesquels on tournait comme ça les feuilles de papier plus ou moins rapidement. Et après du mixage, donc il y a eu 2 bandes qui ont été faites là-dessus. Et ça s'appelle Folio, ce gigantesque numéro 1, Folio. Il a été conçu pour faire une performance. Et la première fois, elle a eu lieu, je crois que c'était avec le Germe, puisque le Germe avait organisé des concerts dans les locaux de la Porte de la Suisse. Il y avait une salle de concert en bas. Et on l'a présenté comme ça au public. Alors en fait, on avait fait un diaporama avec toutes les tournes possibles. À chaque fois, on a fait une photo. Voilà. Et donc, on a organisé un diaporama qui montrait à la fois la lecture de toutes les expressions à partir du mot livre, et après, qui jouait donc, sur tous les détournements, etc. Et alors, on montrait les diapositives, et on montrait au début, on avait fait des diapositives de manière à ce que ce ne soit pas compréhensible, que les gens se demandent ce que c'était. Ils voyaient des taches de couleurs, ils voyaient des rectangles de couleurs comme ça. Et notre cas, c'était sur scène, mais on avait 2 grands paravents devant. Et donc, le diaporama se déroulait avec la musique de Louis, avec les tournes de papier. On entendait tourner, sclatch, sclatch, bon. Et on voyait. Et d'un seul coup, la première expression avec livre apparaissait. Et à ce moment-là, on se précipitait, on enlevait les paravents et on voyait la casse grandeur nature qui était là. Et nous, on avait, je ne me souviens plus, très peu de temps, chacun pour tourner toutes les pages pour arriver au texte suivant. Et à ce moment-là, le diaporama reprenait. Voilà, donc ça avait été conçu en même temps comme une performance. On l'avait présenté, je crois que j'ai dû avoir le prix à la Biennale de Paris pour cette chose-là, je ne sais plus si c'était ça. Je crois que j'ai eu un prix à la Biennale pour ça, oui. Une des dernières Biennales de Paris. Et voilà. Et après, aujourd'hui, la casse est exposée. Elle avait été exposée chez Coquelet, justement, quand il avait à la coopérative de Montolieu. Voilà. Dans ce cas-là, la casse, elle a un coffre en plexi dessus. Donc les carnets sont exposés. Et à côté, il y a le diaporama qui montre toute le diaporama et la musique qui montre. Ça a été le premier. J'avais vu aussi à Marseille, juste un peu avant le confinement, une exposition, c'était au Bain-Douche, je crois. Ah oui. Où il y avait d'autres œuvres plastiques, notamment... Les boîtes à papillons. C'est ça. Voilà, oui, ça c'était, je crois que c'est le gigantexte numéro 4. Alors là, c'est venu aussi, tout à fait par hasard, cette idée de considérer la lettre comme un insecte rare. Et donc j'ai pris des lettres à papillons et j'ai découpé des lettres dans des affiches. Alors j'essayais, à Paris, c'était à l'époque, on habitait aussi à Paris. C'était assez facile quand on allait dans le métro, quand on voyait ceux qui changent les affiches, on leur demandait, ils donnaient volontiers une affiche, ou bien chez les marchands de journaux, ils avaient aussi des affichettes qui mettaient, même pour la loterie nationale ou pour des choses comme ça, qui étaient des papiers assez résistants, dans lesquels on pouvait facilement découper des lettres.
Et donc j'ai découpé des lettres et j'ai conçu des textes en 26 lettres, c'est une sorte d'hommage à l'alphabet. Et les mots sont pris, les mots sont des insectes pris, non, les lettres sont des insectes pris dans le filet des mots. Voilà, c'est le titre du Gigantexte 4. Et donc l'idée était de considérer pour chaque texte qu'il y ait une lettre qui soit mise en valeur d'une certaine façon pour que de loin on voit tout l'alphabet. Donc les boîtes à papillons ont un fond noir, les lettres sont toutes noires sauf celle qui est concernée, le A en rouge, le B en rouge, etc. Donc la lettre de l'alphabet à chaque fois, dans l'ordre de l'alphabet, est en rouge. Voilà, et donc les textes sont des textes à contrainte, puisqu'à chaque fois le texte parle un petit peu du sens des différentes significations de cette lettre, et c'est un texte en 26 lettres, donc 26 lettres, et il est épinglé comme ça, avec les épingles, qui sert à épingler les insectes. Voilà, bon, il y a eu maintenant, je ne sais plus à quel numéro de Gigantexte j'en suis, je dois être à 14 ou quelque chose. Le dernier a été présenté à Québec. Chez Richard Martin. Voilà, au lieu. Mais là, c'était essentiellement des projections vidéo de textes un petit peu en forme de personnages. Le livre paraîtra à la fin de l'année prochaine chez Lanskin. Ce sont 500 portraits de japonaises. Et donc, c'était conçu un petit peu pour avoir des textes qui passent comme ça. Donc, il y avait les projections sur le mur avec des enchaînements, vraiment comme si on voyait des personnages. Et en fait, à chaque fois, c'est le portrait d'une femme aperçue dans la rue. Donc, c'était un long travail que j'ai fait au Japon en 2016. Je me souviens aussi encore à cette exposition de Marseille des papiers craft grand niveau, grand format avec des lettres qui étaient des pochoirs. Alors ça, c'est des lettres pochoirs, voilà, que j'utilise beaucoup. Là, ce qu'on vient de voir sur le rouleau, ce sont aussi des lettres pochoirs. Ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé la première fois dans ce Gigantexte, je ne sais plus si c'est le 3, le 2, le 3, qui s'appelle Matière d'image. Donc, l'idée, c'était justement de jouer. J'avais beaucoup aimé ce papier craft. C'est du papier d'emballage, du papier fort d'emballage, parce que comme il est goudronné déjà, et il est renforcé. Donc ça fait presque un quadrillage, mais un quadrillage irrégulier. Et je trouvais la nature de ce papier très, très, très belle, justement, puisque c'était un quadrillage, mais un quadrillage... voilà. J'ai vu aussi sur une tapisserie, si je me souviens bien. Tu n'avais pas fait sur une tapisserie? Non, non. L'autre chose que j'avais beaucoup aimé à Marseille, c'était également sur des derniers travaux qu'on avait exposés également à Charleville pendant l'exposition sur les collages. Voilà, les collages. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, ça ce sont des travaux que je fais finalement quand je suis un peu fatiguée d'écrire. J'aime bien m'amuser sur les détournements, les détournements d'images et le jeu avec le texte. Donc essayer c'est un petit peu je dirais des travaux humoristiques d'une certaine manière. Donc je travaille essentiellement avec les livres d'anatomie dans lesquels je découpe des images et que j'associe avec des objets un petit peu inattendus, quelquefois c'est un petit peu moqueur, donc satirique. Il y a un petit peu cette idée-là. Je fais ça aussi avec des travaux photos, des textes et des travaux photos, un petit peu des détournements. Bon, par exemple, je faisais les manifs contre les retraites. Il y avait quelqu'un qui avait une pancarte moins droit, plus de galettes. Donc j'avais photographié, ça faisait une belle image, etc. Bon, et je fais toujours des stocks de photos comme ça parce que je me dis si un jour voilà. Et l'autre jour je faisais une exploration du Petit Rhône pour un autre projet collectif initié par Pierre Winkler. J'étais au bord du Petit Rhône et je vois une pancarte partageons la route, mais quelqu'un avait écrit un C devant, ça donnait partageons la croûte. Bon, et ben voilà, à quelques mois d'intervalle, j'ai deux images que je mets en regard. Moins droit, plus de galettes, partageons la croûte. Et donc finalement, ça donne un sens, ça fait sens. Voilà. Donc j'aime beaucoup travailler sur ces choses-là. C'est ça, c'est pas un travail auquel je m'attelle à longueur d'année, mais je dirais que plutôt c'est un travail en parallèle, annexe, voilà.
Mais j'aime beaucoup travailler sur cette notion d'anatomie. Donc j'ai fait les grands courants poétiques, des choses comme ça, avec des détournements, avec des langues monstrueuses. Parce qu'évidemment, dans les livres d'anatomie, les livres, pas que d'anatomie, les livres de médecine consacrés à des maladies ou maladies tropicales, par exemple, ou des choses comme ça, on voit des choses absolument horribles. Mais bon, quand on découpe là-dedans, on peut arriver à détourner cette image pour en faire quelque chose d'un petit peu rigolo. Voilà. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Et aujourd'hui, tu mentionnais, entre guillemets, une belle époque des années, fin des années 70 jusqu'au milieu des années 90, dans la création et la possibilité de proposer des innovations, je dirais, d'un point de vue poétique. Quel est ton point de vue et comment toi, dans ton travail personnel, tu essayes d'adapter ou pas et comment tu continues à essayer de Alors, je continuer. continue sans... Malheureusement, en tant qu'organisatrice, je ne suis pas du tout dans la dynamique d'organiser des choses. À chaque fois que j'essaie de proposer, les gens... C'est très différent. Avant, c'était de ce point de vue-là, je crois, beaucoup plus ouvert. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est valable pour les expositions, mais c'est valable aussi peut-être pour les lectures et tout ça. Les gens qui organisent vraiment des lectures, tout ça, ils ont déjà une idée et ils sont pas comme, disons, ils sont ouverts aussi peut-être aux propositions, mais je veux dire, c'est pas la même chose. Enfin, il me semble qu'il y a un esprit différent, ou peut-être que ça vient de moi, je sais pas. Ce que je trouve très beau aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande dynamique dans la poésie. C'est absolument incroyable le nombre d'auteurs. Et je suis toujours très très enthousiaste, très enthousiasmée par le fait d'aller lire et de rencontrer de nouvelles personnes. Et bon, j'ai fait une lecture dans le cadre d'une périphérie du marché de la poésie. On rencontre des gens qui peuvent être très très différents, mais des gens qui... Par exemple, j'ai rencontré une poète algérienne, une poétesse algérienne, Samira Nekrouche. Bon, on est resté en contact, là. On a Une très bonne amie. Ah bon? Ah, c'est une fille, mais c'est absolument... Je suis en train de lire son livre Station, c'est absolument extraordinaire. Je suis impressionnée par cette force. Par cette force. Et je me dis, bon, nous, on a tendance quelquefois à se plaindre, mais je veux dire, avoir cette force de défendre ses positions d'intellectuel dans ce pays qui est un peu hostile à toutes ces formes d'innovation et de réflexion. Et c'est quelqu'un que je trouve vraiment très, très impressionnant. J'étais absolument fascinée par ce personnage. C'est vraiment une belle personne. Voilà. Après, on rencontre sans arrêt des gens, c'est très, très, très actif. Alors, on retourne un peu dans l'underground, malgré quelques institutions. Hein, il y a la Maison de la Poésie, on a le CIPM, on a le marché de la poésie, il y a quelques institutions. Et puis, il y a des possibilités. Bon, là, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup touchée, une invitation de Patrice Luchet, qui est à Bordeaux, qui a une sorte de maison de la poésie, mais nomade, sans bâtiment. Et il fait des collaborations. Et là, il m'a proposé une collaboration avec le Conservatoire de musique. Et donc, pour savoir quelle place occupait la musique, donc il y a des musiques que je vais choisir qui vont être jouées par les étudiants, et je vais faire une lecture de complément de nom avec une improvisation musicale, avec le groupe d'improvisation. Donc, il y a sans arrêt des choses qui arrivent comme ça, qui sont à chaque fois que je trouve très, très enthousiasmantes. Voilà. J'ai toujours envie de lire, j'ai toujours... bon, je me dis, ça va, ça fait 50 ans que je promène ma valise. Bon, maintenant, elle est à roulettes, c'est moins lourd, mais voilà. Non, c'est... Ce qui est très, très, très intéressant dans la lecture publique, bon, déjà, c'est la dimension de l'image qu'on peut ajouter, la dimension du son. Tout ça, on ne l'a pas dans le livre. Hein, on peut publier quelque chose, bon, on peut publier avec des photos, mais il y a une dynamique pour le type de travail que je fais, et que faisait aussi Bernard, on a une dynamique qui se perd à travers le livre. Alors le livre est une trace, c'est bien, mais je veux dire, bon, quand je travaille par exemple avec les X, qui est un projet que je suis depuis 1994, il y a des photos, il peut y avoir des enregistrements, donc il y a des projections d'images. Et c'est un texte, c'est une œuvre ouverte, c'est un texte qui évolue, donc je fais des lectures très, très différentes. Ramener ça en livre, je ne sais pas comment faire. Parce qu'il repose sur des collections. J'ai d'un côté des collections de chiasmes, il y a les collections de formes en X en photo,
Et il y a des occurrences de la lettre X dans ses significations, dans des choses que j'entends ou que je vois au hasard de mes lectures. Donc c'est quelque chose qui est une véritable construction. Et je ne vois pas comment ramener ça au niveau d'un livre. Alors on essaie, tu connais bien Docs même avant moi, on essaie, tu sais, dans Docs, c'est ce qu'a mis en place Philippe Castelin et Jean Torregrossa, d'avoir le livre, mais en même temps... Et puis d'avoir le DVD. Le DVD ou un autre support sonore, visuel. Et puis, il faudrait faire des... Voilà, c'est un peu ce à quoi je songe quelquefois, justement, à faire certaines choses, à les transmettre sous forme d'enregistrement vidéo. D'intermédiaire. Mais intermédiaire tout en sachant que dans quelques années, on ne pourra plus lire les supports sur lesquels on travaille. C'est la même chose, toutes mes premières émissions de radio, je les ai sur cassette, et donc on ne peut plus les écouter. Et voilà. Il y a des choses qui sont sur disquette qu'on ne peut plus lire non plus. Puisque, toujours essayer de donc il faut sans arrêt se remettre à jour, mais à ce moment-là, on n'est plus créateur, on est archiviste. Donc c'est... Bon. C'est pour ça que je préfère rester dans le présent et dans le... dans le temps présent, bien qu'aujourd'hui je me sois un peu plus équipée et que j'ai pu faire une première vidéo la semaine dernière. Mais bon, voilà, c'est le temps présent, c'est le moment, c'est le partage, c'est ce qu'on reçoit du public aussi, parce que ça c'est vraiment, vraiment exceptionnel, je crois, dans les lectures qui marchent, quand on entend on perçoit la concentration du public, quand on entend le silence, il y a une sorte de tension qu'on entend. Je me souviens, il y a des lectures qui m'ont marqué, il y en a une, enfin plusieurs, deux vraiment dont je me souviens, à Beaubourg par exemple. Ce sont des choses qui sont tellement enrichissantes, je veux dire, on reçoit tellement, il y a un effet de générosité là-dedans, de ce qu'on reçoit de la part du public. Et dans le livre, bon, je sais pas... Il vit sa vie. Il vit sa vie, c'est autre chose. C'est un objet tout à fait autonome. C'est autre chose. Et puis, il y a souvent des contraintes dans le livre. Bon, il y a les contraintes quand on travaille avec la photo, il y a la contrainte du noir et blanc. Évidemment, souvent, ou de la couleur, du problème que pose la couleur. Bon, maintenant, un petit peu moins. Mais avant, il y avait le problème, on ne pouvait pas... voilà, c'était le problème avec le poème chinois que j'ai reconstitué. À l'époque, au moment d'en faire un livre, il y avait des grands éditeurs qui auraient été intéressés, mais il y avait la reproduction en couleur, donc ils ne pouvaient pas. Ils voulaient, mais avec la reproduction en noir et blanc. Donc moi, j'avais passé 6 ans à reconstituer le texte pour qu'il soit en couleur. Et donc, d'un seul coup, il fallait le reproduire en noir et blanc, parce qu'au XXIe siècle, au XXe siècle plutôt, on n'avait pas les moyens de payer une reproduction en couleur, quoi. Donc, voilà. Il y a beaucoup de limites dans le livre. Le livre fonctionne aussi beaucoup avec des collections. Donc on ne peut pas sortir du format, quelquefois on ne sort pas du nombre de pages. C'est pas toujours facile de travailler avec le livre. Et qu'est-ce que tu dirais aux nouvelles générations de poétesses, de poètes, pour continuer ce travail de poésie hors du livre et de poésie... Chacun trouve sa voie, j'ai pas de... Oui, je veux dire, bon, moi j'ai eu un parcours qui m'a mené comme ça parce que c'était évident, parce qu'aussi avec le Germe, j'ai vu les compositeurs jouer leurs propres œuvres. C'était eux qui interprétaient leurs œuvres. Bon, ils jouaient aussi beaucoup de John Cage, etc., mais Morton Feldman, mais ils jouaient leurs propres œuvres. Bon, j'ai approché aussi John Cage, je veux dire, c'est quelqu'un qui jouait ses œuvres, donc, il y avait cette sorte d'évidence. Après, chacun a un parcours particulier. Et bon, moi, je ne peux faire évidemment que la publicité pour la lecture orale, mais je veux dire, il faut pas que ce soit comme les poètes qu'on voyait dans les années 70, qu'on faisait lire, qui n'étaient pas prêts à lire en public, qui arrivaient tous immanquablement avec un sac plastique dans lequel ils avaient un livre qu'ils sortaient, ils avaient l'air tout étonnés de découvrir un livre qu'ils avaient écrit. Ils le feuilletaient au hasard, quelquefois ça prenait 5 minutes avant qu'ils trouvent le passage qu'ils avaient envie de lire. Bon, depuis on a inventé le post-it pour marquer sa page et ça peut être très vite fait, mais non, il y avait tout un cérémonial comme ça et c'était caractéristique. Bon, j'ai une personne en tête dont je ne citerai pas le nom, mais c'était vraiment très très pénible. Et c'était caractéristique des poètes qui n'étaient pas faits pour la scène, mais qu'on forçait à lire. Alors évidemment, ça avait aussi un intérêt, puisqu'il y avait un rapport avec une intimité. Bon, Emmanuel Ponsard, qui a créé le CIPM,
avec Blaine, Emmanuel Ponsard disait, mais c'est le manuscrit qu'on voit sur scène. Bon, il n'avait pas tort. Mais quelquefois, ça vide les salles aussi parce que c'était terriblement ennuyeux. Ça dépassait pas... Bon, Emmanuel Ocard, par exemple, il voyait le micro, il poussait le micro sur le côté. Il voulait pas du micro. Il voulait pas parler dans le micro. Il ne savait pas parler dans le micro. Donc, les gens n'entendaient pas. Voilà. Donc, ça avait tendance un petit peu à vider les salles. Alors, ça a été aussi le problème avec Blaise Gauthier, bon, quand il recevait des gens comme ça. Donc, les gens qui viennent par curiosité une ou deux fois, qui tombent sur des lecteurs qui ne sont pas préparés à la lecture publique du tout, c'était difficile. Alors, ce qui n'arrive absolument plus aujourd'hui, parce que tous les jeunes savent lire, tout le monde sait lire aujourd'hui. Ça, c'est l'univers. Ah oui, oui, c'est vraiment... Ils sont tous avec les nouvelles technologies. C'est vraiment rare de voir quelqu'un, d'entendre quelqu'un qui ne sache pas lire, qui ne soit pas présent sur scène, qui soit pas... Ils sont habitués à être filmés, ils sont habitués... Donc, on n'a plus cette question, voilà, de franchir la barrière de la scène. Merci. Merci.